Après plus de 50 ans, la RDC retrouve l'espoir du football mondial, pendant que la scène politique reste marquée par des tensions, des accusations et même des confrontations. Ce soir, sur Vraie Version, nous allons nous poser ou nous allons diagnostiquer sur toutes ces questions, analyser sans filtre, pour savoir est-ce qu'il y a la vérité ou la manipulation. Et donc, nous avons le réel plaisir de recevoir Monsieur Augustin Bissimois. Il est secrétaire général du parti MDVC, Mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements, parti politique de l'opposant, membre cofondateur de l'opposition, de la coalition de la gauche congolaise, plateforme politique de l'opposant dirigée par l'honorable Jean-Marc Kabonde. Monsieur le secrétaire général, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Didier. Première question, est-ce que nous pouvons vous connaître un peu? Est-ce que s'il faudrait parler de monsieur Augustin Bissimois, au-delà de ce que nous avions dit, vous êtes secrétaire général, déjà à l'entame, nous sentons que vous maîtrisez les questions de droit. Qui est Augustin Bissimois? Bien, le plus souvent, je n'aime pas parler de moi-même parce que j'ai toujours voulu partager mon CV un peu partout, oui, lorsqu'il y a besoin pour que les gens les consultent. Mais de manière générale, je suis Augustin Bissimois, père de 5 enfants, marié et père de 5 enfants. Je suis secrétaire général du MDVC, dont je suis également membre fondateur, plutôt cofondateur depuis 2019, le parti cher au docteur Justin Modekeriza. Et je suis également coordonnateur exécutif national au sein de la coalition de la gauche congolaise, dirigée par l'honorable Jean-Marc Kabonde. Et le MDVC en est membre cofondateur. Okay. Au-delà de tout, je suis licencié en management, okay, organisation scientifique du travail. Je suis licencié en sciences commerciales et financières, ici à l'ISC, Gombe. Oui. Okay. Je suis licencié en droit et je suis en train d'étudier maintenant en master 1. Voilà un peu tout ce qu'on peut dire sur Augustin Bissimois. Au-delà de tout, j'ai commencé ma politique en 2004, okay, dans le parti cher à Zaïdi Ngoma, oui, où j'étais le porte-parole au Sud Kivu. Et j'ai évolué comme ça en politique. Et puis plus tard, j'ai été conseiller au ministère de l'Intérieur et Sécurité, okay, de 2015 en 2018. Okay. Et voilà un peu de manière globale tout ce qu'on peut retenir sur Augustin Bissimois. Très bien. Voilà. Nous sentons la crème pendant qu'on dit que l'opposition est carrément vide. En lingala, on dit opposition impétée. Est-ce que vous pensez vraiment que vous faites mieux pour donner une certaine image à l'opposition congolaise? Non, mais en fait, là, c'est le langage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, oui, oui. C'est lui l'auteur de ce concept opposition APT. Oui, oui. Il n'a pas tort du tout. Hein. C'est malheureusement dangereux que ça vienne de lui, parce que lui n'a pas compris jusque-là qu'il n'est pas que Félix Tshisekedi, il est également président de la République. Non, et donc, la première institution de la République démocratique du Congo. Oui. Et lorsqu'on est président de la République, on doit comprendre qu'on n'est plus président d'un parti politique. Là, oui, on est président de tout le monde. Bien qu'il joue encore le jeu politique de temps à autre en étant... C'est malheureux, malheureusement, parce que sous d'autres cieux, il y a ce que nous appelons les hommes politiques. Oui. Il y a, là où on parle également des hommes d'État. Parce qu'un homme d'État, je l'ai toujours dit, un homme d'État n'a pas d'état d'âme. Okay. Il a plutôt l'âme de l'État. L'âme de l'État. En effet. Ça veut dire? Ça veut dire que l'État, quand vous le voyez comme ça, et sur le plan du droit, il a 3 ou 4 éléments qui le constituent. Oui. Vous avez la population, vous avez les territoires, vous avez le pouvoir qu'on appelle le gouvernement et la souveraineté. Et donc, lorsque vous dirigez un État, vous devez vous mettre à ce niveau où vous vous comportez comme un homme d'État. Oui. Qui n'a pas d'état d'âme, c'est-à-dire qui n'a pas de réaction impulsive, mais qui se met à ce niveau-là, oui, d'avoir l'âme de l'État. Ça veut dire l'âme de l'État
appelle également à la considération de tous. Vous vous mettez dans une logique d'un père de tous. Oui. Alors, ce qui fait que lorsqu'on occupe des fonctions publiques, la loi interdit qu'on continue à gérer, n'est-ce pas, les fonctions des partis politiques. Okay. C'est à ce titre qu'il n'est plus président de l'UDPS. Et donc, dès lors qu'il a été élu président de la République, il a cessé d'être président de l'UDPS. Très bien. Et là, il faut, ipso facto, qu'il y ait un président intérimaire au sein de l'UDPS. C'est maintenant lui qui peut se comporter comme ça. Donc, du coup, il doit plus s'occuper de la politique, encore moins parler sur des questions politiques. Les questions politiques, là, c'est un peu global, disons. Oui. Quand on parle des questions politiques, là, il faut voir aussi la politique gouvernementale. Wow. Il peut parler de la politique, mais il ne peut pas aussi parler avec légèreté comme celle-là. Vous pensez que c'était des propos légers? C'est quand même grave, hein? Bah oui, mais c'est une légèreté. Je crois qu'il ne le dira plus. Je sais qu'il ne peut plus faire. 52 ans après, nous devons vous poser cette question. Vous qui êtes de l'opposition, la RDC est qualifiée pour cette grande compétition, la Coupe du Monde. Alors, on aimerait un peu savoir, au-delà de cette fierté nationale, nous disons oui, prouesse, coup de chapeau au léopard, nous avions vu des Congolais être unis autour, derrière les léopards. Est-ce que nous pouvons nous dire que le football aujourd'hui est un indicateur ou un élément d'unité nationale? Bien évidemment, d'ailleurs, je crois avoir fait un tweet dans ce sens-là et j'ai félicité les léopards pour avoir arraché cette qualification historique d'ailleurs parce que, comme vous l'avez dit, c'est depuis 52 ans que nous n'avons pas pris part, n'est-ce pas, à cette grande compétition mondiale. Et je me dis que les léopards, en tout cas jusque-là, oui, ont réussi à prouver qu'ils sont le seul jusque-là à présager l'unité nationale et la cohésion. Oui. Et lorsque j'ai vu dans ma province natale, là où la ville est totalement occupée par le M23, mais j'ai vu quand même les jeunes courir dans tous les sens dans la ville pour célébrer. Goma, Bukavu, évidemment, tout ça partout là. Oui. Et nous nous sommes dit, mais ce qu'est Léopard, en réalité, c'est un élément fédérateur, là où nous avons, nous, échoué l'unité nationale, et ils ont quand même démontré que c'est possible. Oui. Alors pourquoi cela arrive? Parce que, et ils portent d'abord les noms d'une équipe nationale. Et tout citoyen qui se trouve dans la nation congolaise devrait célébrer cette victoire. Okay. Et maintenant, les dangers, c'est à quel niveau? J'ai une crainte que prochainement, ça ne soit plus le cas. Parce qu'il y en a qui veulent politiser cette victoire. Et là, ça va faire mal. Et vous allez voir que si ça continue comme ça, à court, à moyen ou à long terme, il y en a qui, petit à petit, ne vont plus considérer les léopards comme un élément fédérateur. Ce qui est dangereux, c'est que même les officiels se permettent de politiser cette victoire. Et là, nous disons que c'est très dangereux. J'ai suivi un opposant, un collègue de l'opposition qui Donc vous pensez que c'est dangereux quand les gens disent que c'est grâce à Félix Antoine Tshisekedi? Non, on ne peut pas dire que c'est grâce à Félix Tshisekedi. Vous savez, là où... en fait, les gens... Mais soyez reconnaissant, secrétaire général Augustin. Je suis d'accord avec vous. Écoutez, c'est les premiers d'entre les Congolais. Hein? Vous savez, j'aime les amis de l'UDPS d'un côté, mais de l'autre côté, il y a des fois, je me dis, mais est-ce qu'ils ont étudié les cours d'argumentation, d'herméneutique et argumentation juridique? Parce que dans ces cours, on parle évidemment d'interprétation. Et lorsque l'interprétation appelle également à la logique dans les raisonnements. Alors, si on peut accepter que les succès vont chez Tshisekedi, lorsque ça marchait, il faut également qu'on accepte que lorsque ça n'a pas marché, c'est lui. Mais les combles, ce qui dérange, là où les bas blessent, c'est que lorsque ça marche, on les plébiscite. Lorsque ça ne marche pas, c'est pas lui,
on cherche... C'est le gouvernement, c'est oui, c'est le Rwanda, c'est Kabila, tout ça. Et c'est ça les dangers. Oui. Et donc, nous aimerions avoir... Mais c'est quoi la vraie voie? Il doit être responsable direct de tout? En effet, c'est ça. C'est ça. C'est au fait une autorité publique s'assume. Oui. Il s'assume dans les succès comme dans les échecs. Comment comprendrez-vous que quand le léopard n'a pas réussi à qualifier, depuis un temps, on n'a pas de Coupe d'Afrique. Oui. Lorsqu'on avait raté d'avoir la Coupe d'Afrique, voilà. On n'a pas voulu dire que c'est Tshisekedi. C'est grâce à Tshisekedi qu'on n'a pas eu la Coupe d'Afrique. On ne l'a pas dit, on ne voulait même pas qu'on le dise. Voilà. Mais quand le léopard se qualifie pour la Coupe du Monde, on dit que c'est lui. Mais ça, c'est les jeux politiques. Vous êtes habitués, vous nous avez emmené, même nous, la presse, dans ces jeux politiques, et nous sommes observateurs. Hein. Nous avions écrit là, doit-on parler du changement ou la modification de la Constitution? On va en parler. J'en parle parce que vous aviez dit quelque chose, que les présidents doivent être responsables en tout. C'est l'une des raisons, nous allons en parler. Mais avant cela, vous avez choisi Jean-Marc Kabound en faisant la coalition du gauche. Pourquoi Jean-Marc Kabound? N'est-ce pas un pion d'élu de pèse qu'on va utiliser à un moment donné? Il vous inspire confiance, Kabound? Bon, vous savez, le MDVC, le parti dont je suis secrétaire général, c'est un parti qui croit au vrai changement. Oui. C'est un parti qui pense que ce pays pourra un jour décoller. C'est un parti qui croit sincèrement qu'il faut des valeurs. Oui. Et des valeurs qui traduisent la bonne gouvernance. Okay. Et vous savez, Jean-Marc Kabound, ceux qui parlent de lui à mal n'ont jamais été proches de lui. Oui. Quand vous entendez parler cet homme, oui. Ce qui sort de sa bouche, vous sentez la nation. Jean-Marc Kabound. En effet, vous sentez quelqu'un qui porte la nation dans son cœur. Oui. Vous sentez quelqu'un qui porte les soucis du développement de ce pays. Oui. Je vais vous surprendre, cher Didier. Allez-y. Vous savez, Jean-Marc Kabound est un modèle, le seul qui, tout en étant premier vice-président de l'Assemblée nationale, pour une fois, est descendu du perchoir. Il a pris le micro comme tout député et il a prôné la redistribution juste des richesses nationales. Ok. Pour la première fois de l'histoire? La première fois de l'histoire que vous trouvez quelqu'un du présidium du Parlement, au bureau, de l'Assemblée nationale, au bureau, qui descend, qui prend les micros et qui demande qu'on puisse réduire, n'est-ce pas, les trains de vie des institutions pour renforcer les autres secteurs. Oui. Et quelqu'un qui dit, mais même nous, ici, députés, est-ce qu'on peut réduire ce que nous touchons pour renforcer quand même les secteurs de l'éducation? Ok. Parce que même si on l'aurait écouté en ce moment-là, les Rwandais ne seraient pas en train de blaguer contre nous. Ah bon? La loi sur la programmation militaire est venue après que Jean-Marc Kabound ait exigé la réduction des trains de vie des institutions pour renforcer les secteurs de défense nationale. Oui. Et cet homme a donné des indications. Oui. Cet homme a dit, écoutez, le gouvernement devrait comprendre que tant que nous n'avons pas permis la bonne redistribution des richesses nationales, eh bien, on va avoir la paix difficilement parce que l'armée mérite mieux que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Oui, oui. Et donc, cet homme a décrié la mauvaise gouvernance. Okay. Cet homme a décrié la mauvaise répartition des salaires. Cet homme a décrié le fait que l'armée soit maltraitée. Oui. Cet homme a décrié le fait que les enseignants soient maltraités. Et il a donné des pistes. Il dit, ce budget ici que nous sommes en train d'examiner, est-ce que nous ne pouvons pas réduire? Il dit au Premier ministre, je vous demande de réduire ce budget au niveau, n'est-ce pas, des frais de fonctionnement des institutions, réduisez à 50% pour orienter ça dans les secteurs de la défense, de l'éducation, de la santé. Et donc, mais est-ce que vous pensez que cela suffit? C'est très beau quand on est dans l'opposition. On donne des discours, des messages d'espoir, mais on attend dans l'action. Déjà, je rappelle qu'il n'était pas à l'opposition. Oui.
À l'époque, il était du pouvoir, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Oui. Je ne voudrais pas vous donner les chiffres de ce que touchent les membres du bureau à l'Assemblée nationale. Oui. Et il touchait aussi. C'est ce que j'ai dit. Oui. Mais c'est difficile que vous trouviez un Congolais qui touche tout ça et qui dise est-ce qu'on ne peut pas réduire à 30%, à 50% pour que nous puissions orienter ce que nous gagnons dans d'autres secteurs. Ça, il a fait. Est-ce qu'on a déjà vu un autre qui fait ça? Bien au contraire. Vous avez ceux qui pensent que c'est tous les députés d'ARCP parce que leur mission, c'est d'assister aux obsèques. Mais on dit de lui qu'il n'a pas de diplôme. On dit beaucoup de choses quand même de lui. On dit que c'est un pion d'élu. On dit quand même beaucoup de choses de lui. Moi, j'aimerais bien Jean-Marc Abounds, mais au regard aussi de la dureté de l'opposition ou de l'expérience de l'opposition, il y en a plusieurs. Il y a Moïse Katumbi, il y a le docteur Mukwege, il y en a plusieurs. Je vous ai expliqué. Oui. Que le MDVC ne fait pas des alliances sur fond de sentiments. Oui. Ça, nous avons déjà refusé. Nous faisons des alliances sur fond de crédibilité des idées. Et nous, un homme comme celui-là, oui. Je suis convaincu que ceux qui nous suivent maintenant, qui se rappellent oui. que Jean-Marc Abounds s'était comporté de la sorte, il a accepté perdre même tous les avantages qu'il avait. Oui. Ce n'est pas fait à tout le monde. Est-ce que vous vous rappelez de son procès? Vous vous rappelez pourquoi il a été mis en prison? On dit faux bruit. Oui. Parce qu'il a décrié, n'est-ce pas, les détournements des deniers publics. Exactement, dont il n'a pas pu prouver. Non, mais écoutez, on a dit évidemment que il a dit, on l'a pris comme renseignant. On devrait le prendre pour renseignant. Parce que lorsqu'il dit qu'il y a des paradis fiscaux, eh bien, le tribunal devrait lui dire, montrez-nous ces paradis. Mais on n'a pas fait. C'est la première fois de l'histoire où vous avez quelqu'un qui vous dit, j'ai vu là où on cache l'argent. Oui. Et que le tribunal dise, bon, au lieu que tu nous montres, nous te mettons en prison pour te faire taire. Ça, nous avons vu. Un homme comme celui-là, on n'en a pas deux dans ce pays. Très bien. Monsieur Kaninda. Très bien. Au-delà de ça, s'il vous plaît, oui, au-delà de ça, allez-y. Nous sommes des partis politiques, oui. tous de la social-démocratie. Oui. Le MDVC, sur le plan idéologique, prône la social-démocratie. Okay. Autant que le parti de Jean-Marc Abounds, qu'on appelle Alliance pour le changement. Oui. Et donc, nous nous sommes dit, au lieu d'avoir des partis qui sont, n'est-ce pas, qui ont la même idéologie, voilà. mais qui se battent les uns contre les autres, pourtant sur le plan idéologique, ils sont les mêmes. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen cette fois-ci, pour la première fois de l'histoire de la RDC, que les partis s'unissent sur des raisons idéologiques? C'est la première fois, et je pense que Jean-Marc Abounds, avec le docteur Justin Modekereza et bien d'autres, voilà. sont en train, n'est-ce pas, d'écrire une nouvelle page d'histoire de notre pays. Parce que, tenez, à l'époque de la majorité AMP à l'époque, vous devriez avoir des partis qui prônent, n'est-ce pas, qui prônent l'unitarisme, oui. et d'autres qui prônent le fédéralisme, mais qui sont ensemble oui. n'est-ce pas, à l'AMP à l'époque. Oui. À l'époque, FCC, vous aviez les partis comme ça. Oui, oui. Et aujourd'hui, au sein qui ont des idéologies diamétralement opposées. Voilà. Et aujourd'hui, à l'Union sacrée, c'est ça le cas. Maintenant, nous, on se pose des questions. Pour quel motif ces partis se sont unis? C'est pour des raisons d'intérêt, mais pas pour des raisons de gouvernance. Ok. Et donc, nous, on s'est dit... On sait que dans la gouvernance, vous faites route ensemble. En effet, nous, on s'est dit, il y a lieu de se mettre ensemble. Et cette fois-ci, créer une grande plateforme des partis politiques qui ont la même idéologie, prônant la social-démocratie, qui s'engagent dans la lutte contre les inégalités sociales. Et c'est nous, aujourd'hui, nous sommes la référence de la gauche congolaise, aujourd'hui, avec l'honorable Jean-Marc Abounds à Kabound. Et donc, par rapport à ces raisons idéologiques,
on est avec l'honorable Jean-Marc Kabounzi. Parfait. Changement ou révision de la Constitution, les débats est lancé et ça va dans tous les sens. Faisable juridiquement ou pas? Est-ce qu'il y a opportunité? Nous, la presse, nous nous posons des questions, mais voici la question directe que j'aimerais d'abord poser au CG Augustin Bissimon. Vous êtes juriste. Qu'est-ce que vous pensez sur ces débats du changement ou de la révision de la Constitution? Je mélange comme ça, changement ou révision, nous irons point à point après. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Bon, d'abord, d'entrée des jeux, je crois que j'ai l'autorité de parler de ces sujets avec aisance. Parce que j'ai connu les grands professeurs de ce pays. Les droits constitutionnels m'a été enseigné par le professeur Essambo. Okay. Le droit constitutionnel m'a été enseigné par le professeur Kalala. Okay. Et tout ça sont des professeurs de renom dans ce pays. Ça veut dire que j'ai l'autorité de parler de ces débats. Alors, le problème, c'est que ceux qui portent les projets ne sont pas honnêtes et sincères. Et dans cette absence de la sincérité et de l'honnêteté politique, ils ont pollué les débats. Okay. Et quand le débat est pollué comme ça, nous, hommes d'État, nous sommes mal à l'aise. Ça nous fatigue les esprits. Vous pensez que le débat est pollué? Le débat est pollué parce qu'ils ne veulent pas exactement nous dire qu'est-ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent réviser la Constitution? Oui. Ou ils veulent changer la Constitution? Dans ces deux débats, oui. Le premier est juridique. Révisé et juridique. En effet. Le deuxième n'est pas encadré par, n'est-ce pas, les droits. Okay. En d'autres termes, ça n'existe pas. Ah bon? Jusque-là, je mets quiconque au défi de nous dire comment il peut situer la notion du changement de la Constitution dans les débats juridiques. Ça n'existe pas. Mais lorsque l'article 5, par exemple, qui donne la souveraineté au peuple et qu'eux disent que nous allons rentrer pour poser la question au peuple, tout en complétant la loi, la proposition de la loi de Tony Mwaba, qui parlerait du référendum, cela n'est pas juridique ou scientifique ou même constitutionnel. C'est une monstruosité juridique. C'est-à-dire, lorsque nous parlons d'abord, parce que ce débat, je l'estime pédagogique, et il importe que ceux qui nous suivent comprennent réellement, de manière pédagogique, où est-ce que nous allons. S'il s'agit de la révision de la Constitution, moi, Augustin Bissimon, avec les notions que j'ai en droit, je ne peux pas interdire la révision. Qui suis-je, moi, pour interdire ce qui est autorisé par la Constitution? Là, nous sommes à l'article 218 de la Constitution, qui autorise la révision. Et donc là, nous sommes dans la conception, n'est-ce pas, de la Constitution elle-même. Donc la révision, vous n'en faites aucun problème. Elle est constitutionnelle. Elle est encadrée par la loi fondamentale. C'est-à-dire quoi? Il y a ce qu'on appelle le pouvoir du constituant originaire, le peuple. Le peuple qui détient son pouvoir l'a donné partiellement à ceux qui le représentent. Le Parlement. Le pouvoir que détient le Parlement sur la Constitution est limité. Le pouvoir de révision est limité. Ça veut dire que la Constitution autorise la révision partielle. Mais pas la révision totale. Ce qui fait que nous nous disons la révision doit avoir lieu dans le respect des articles 218 qui autorise la révision et qui reconnaît les initiatives, n'est-ce pas, au président de la République, au gouvernement, au Parlement et à la population, moyennant sa signature. Mais aussi l'article 219, je ne sais pas si nous avions la conscience, on allait peut-être lire l'article 219, qui encadre cette révision partielle. Et l'article 219 vous dit, le peuple vous dit, oui, vous pouvez réviser. Mais quand vous révisez partiellement, mais voici les périodes
pendant lesquels vous ne pouvez pas réviser. Quand bien même la révision est acceptée, mais nous qui avons le pouvoir du constituant originaire, nous, peuple, nous vous interdisons, messieurs les députés, messieurs le gouvernement. L'article 219 qui dit « Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. » Alors, lorsqu'on analyse cet article, oui, on comprend évidemment comment ça encadre 218. 218 dit, oui, enfin le peuple dit, « Mesdames et messieurs les honorables députés et sénateurs, vous pouvez réviser. Messieurs les présidents publics, l'initiative de révision peut venir de vous. Messieurs les membres du gouvernement, vous pouvez réviser. Mais attention, aucune révision. » Et là, le constituant originaire commence par aucune. oui. Ça veut dire qu'il ferme. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de siège. Voilà. Ça, c'est un. Pendant l'état de guerre. Nous sommes en état de guerre. C'est ce que j'appelle débat politique, oui, et juridique à la fois. Parce que... Mais ça devrait être ouvert, ou ça devrait être une question facile à répondre. Est-ce que nous sommes dans un état de guerre? Vous savez que ces débats-là, oui, j'ai discuté avec les amis de l'Union sacrée. Oui. Je leur ai dit, ces débats-là, sous d'autres cieux, là où nous avons un état sérieux, ces débats peuvent vous griller. Vous pouvez tomber sous les coups de la haute trahison. Parce qu'il m'a dit, Monsieur Augustin, nous ne sommes pas en guerre. Voilà. Parce qu'on n'a jamais proclamé l'état de guerre, nous ne sommes pas en guerre. Voilà. Il m'a dit ça. Et moi, je lui dis, ok, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas réussi à proclamer l'état de guerre parce que vous voudriez en tirer profit? Entre-temps, vous nous racontez oui, de l'agression, c'est-à-dire pour vous, dans votre tête, les Rwandais nous agressent, voilà, mais vous ne reconnaissez pas que nous sommes en guerre. Je lui ai dit, faites très attention avec ces débats. Ces débats peut cuire le président Tshisekedi, parce que d'ailleurs, il faut que les gens les reconnaissent. oui. L'infraction de la haute trahison est imprescriptible. Ça veut dire, ça ne peut pas, ça veut dire, ça n'a pas de prescription. Oui. 5, 10, 20, 100 ans, oui, tant que l'auteur est encore en vie, on peut le poursuivre. Je lui dis, arrêtez de nous dire ça. Parce que vous ne saurez pas convaincre. Moi, j'ai enterré avant-hier mon cousin, colonel Justin Baïzire, oui, qui est mort au front. Mais vous racontez, vous avez un débat où vous dites, on n'est pas en guerre. Mais mon Dieu, comment, si le plan sociologique... Mais Kagame a parlé, CG, je vous écoute avec beaucoup d'attention parce que il y a beaucoup de choses à dire. Kagame a parlé pour dire que, attention, c'est M23, c'est votre affaire. C'est d'ailleurs Kabila qui est là-dedans. Donc, ça dédouane un peu cette astuce où il faudrait déclarer la guerre. Si vous nous dites qu'il faudrait déclarer la guerre, contre qui? Bon, non, moi j'étais en train de dire, évidemment, mais est-ce que nous sommes en guerre, oui ou non? Est-ce qu'on débloque? Voilà. Est-ce que nous sommes en guerre? Voilà le débat. Elle n'est pas proclamée, elle n'est pas déclarée cette guerre. Et la question si que nous nous faut la déclarer, contre qui? C'est contre ceux qui nous font la guerre. C'est contre les Rwandais et l'AFC M23. Les millions qui sortent jour et nuit ici. Mais c'est pour la guerre, messieurs. Ça signifie que ceux qui pensent qu'on n'est pas en guerre, au fait, c'est des traîtres. Ok. Donc penser que nous ne sommes pas en guerre, c'est la traîtrise. En effet, parce qu'un État sérieux, je vais vous choquer, monsieur Didier. La Russie est en guerre contre l'Ukraine. Vous avez vu des bombes que la Russie ne cesse d'envoyer en Ukraine. Vous avez vu comment est-ce que le Rwanda ne cesse, n'est-ce pas, d'envoyer des bombes chez nous. Oui. Depuis que la guerre a commencé, aucune bombe n'a été envoyée au Rwanda. Aucune. En 2023, le commandant suprême a dit nous avons déjà les capacités nécessaires. Justement, à partir de Goma, on peut attaquer le Rwanda. Nous avons les capacités nécessaires. Oui. Il dit une seule balle, pas deux.
Nous sommes en 2023. Et depuis qu'il a dit ça, l'ennemi est allé de conquête en conquête, alors qu'on a des capacités nécessaires, mais on n'a jamais déstabilisé un seul territoire du Rwanda. Mais secrétaire général, on n'a jamais déstabilisé un seul territoire. Cette guerre devient sociologique, devient un peu plus perplexe, parce que nous voyons Nanga qui se tient devant, et puis Kabila qui est derrière, et puis plusieurs membres du PPRD qui sont là, d'autres qui sont même aux arrêts, et puis est-ce qu'on peut se dire que c'est une agression, c'est une rébellion, ou c'est réellement la guerre? Parce que Nanga le dit clairement, et Nanga qui est congolais, vous le savez, et Joseph Kabila le dit clairement, n'est-ce pas qu'elle devient beaucoup plus sociologique, où il faudrait prendre beaucoup de questions pour déclarer cette guerre? Non, mais écoutez, il n'y a pas de questions à prendre en considération pour déclarer la guerre. C'est-à-dire, dès lors déjà qu'on reconnaît que l'intégrité du territoire national est touchée, on est obligé, n'est-ce pas, de faire la guerre. On n'a pas de choix. Qu'est-ce qui empêche qu'on la déclare? Oui. Mais pourquoi on cajole le Rwanda? Pourquoi on cajole le Rwanda? Il est le seul à tuer chez nous, mais nous, on ne peut pas tuer chez lui. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? C'est ça le débat. Il faut qu'on comprenne évidemment qu'est-ce que Tshisekedi sauve au Rwanda pour qu'il autorise le Rwanda de nous faire mal et que nous, on ne soit pas capable de faire mal au Rwanda. C'est ça le débat. Vous pensez que c'est lui qui autorise au Rwanda de nous faire du mal? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, qu'est-ce qui fait qu'il puisse comprendre que le Rwanda nous fasse mal, oui, mais que nous, on ne peut pas faire mal au Rwanda? Comment on peut comprendre cela? Mais il y a la je vous ai démontré que... Il y a la traîtrise, il y a cette agression où un Nanga viendra pour dire que nous pensons que ce pouvoir est illégitime. Il y a toutes ces questions. Je ne sais pas si vous pouvez nous lire l'article 74. De la Constitution. J'ai la Constitution ici, l'article 74. Voilà. Je suis sur l'article 76-74 qui dit ceci. Les présidents de la République élus entrent en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant d'entrer en fonction, les présidents de la République prêtent devant la Cour constitutionnelle les serments ci-après. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, là nous prenons les cas, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Premier point. Ça, c'est un. Est-ce qu'on peut s'arrêter là-bas? Voilà. Ça signifie que même le débat aujourd'hui, oui, qui est en train de vilipender la Constitution, cette Constitution n'est pas défendue. Alors qu'elle a prévu ces mécanismes de défense. Ok, ok. L'article 74, dans les serments pris par le président de la République, devant Dieu, solennellement, et devant la nation. Et devant la nation, oui, oui, oui. Il s'est engagé à faire quoi? À défendre la Constitution. Ok. Ça signifie que ce débat qui dit que cette Constitution, elle est étrangère. D'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. En effet. Ok. Et donc, cette Constitution n'est pas défendue. Ça veut dire qu'on a personne qui a prêté serment pour défendre cette Constitution. Ça signifie que le président Tshisekedi, à ce niveau-là, il a manqué, n'est-ce pas, à ses obligations constitutionnelles de président public. Oui. Sous d'autres cieux, la Cour constitutionnelle devrait, n'est-ce pas, comprendre qu'à ce niveau-là, il y a haute trahison. On évolue. Deuxième. Oui, mais laissez-moi poser des questions aussi, secrétaire général. Mais lorsque cette Constitution, les présidents de la République disent que ça enfreint les développements du pays. Il va même plus loin pour dire que c'est une constitution des belligérants. Il va même plus loin pour dire que c'est une constitution qui l'empêche, lui, président de la République, de gérer la nation. Il donne des exemples de gouverneurs où il y a du n'importe quoi dans les assemblées, les députés provinciaux qui créent du trouble pour avoir quelque chose. Il va plus loin pour choisir ou nommer un premier ministre. Il faudrait plusieurs gymnastiques. Il y a tout ça. Et puis il va plus loin pour vous dire que c'est une constitution des belligérants. Écoutez, lorsque on pense que c'est la constitution qui empêche de développer la République,
Je pense qu'il y a du mensonge à ce niveau-là. Ah bon? Et là, on ne veut pas s'assumer. Cher Didier, Oui. vous avez l'article qui dispose que pour développer le pays, les provinces doivent retenir à la source 40% de leurs recettes locales. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans le système de la rétrocession, où le gouverneur peut vous dire, je prévois faire ça, mais j'attends que Kinshasa m'envoie l'argent. Et Kinshasa envoie l'argent Oui. selon son propre gré, Voilà. c'est-à-dire à la hauteur de son choix, à la hauteur de... C'est-à-dire c'est selon son temps, et c'est comme ça que les provinces ne décollent pas. Mais la Constitution ici a prévu les mécanismes de son développement, ou plutôt du développement de la République. Oui. Mais on ne veut pas tout simplement l'appliquer. Mais qu'est-ce qu'il peut comprendre? Parce qu'à l'époque de Kabila, Oui. lorsque l'IDPS était à l'opposition, elle avait exigé, n'est-ce pas, la mise en œuvre de la Constitution par rapport à la retenue à la source pour permettre aux provinces de se développer. Mais pourquoi aujourd'hui, à quel niveau la Constitution interdit-elle qu'on ne puisse pas autoriser la retenue à la source de 40% des recettes locales? À quel niveau? C'est un débat. Mais on parle également... Est-ce qu'il n'y a pas un problème parce que nous savons qu'il y a des provinces qui ne produisent plus, pas non plus. Hein. Ah oui, la Constitution a prévu tout ça. Oui. Nous avons ce qu'on appelle la Caisse nationale de péréquation. Exactement. La Constitution a prévu, estimant qu'il y a n'a jamais été mise en exergue. Qui n'a jamais été mise en application. Est-ce que c'est la faute de la Constitution? Est-ce que c'est la faute de la Constitution que la Caisse de péréquation ne soit mise en place? C'est un problème d'homme. Alors, CG, voici ce que l'article 5 de cette Constitution nous dit. Non, est-ce qu'on peut évoluer à l'article là où nous étions? L'article oui, 200. Nous allons revenir sur l'article 5. L'article 200... Nous étions dans l'article 74. 74, oui. Ok. Nous allons rentrer dans l'article. C'est parce qu'il y a des questions là-bas. 74 qui disait de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire. Deuxième engagement dans les serments du président, oui. C'est celui de maintenir l'intégrité du territoire national. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Nous avons là les mots maintien. Le concept de maintien, ça signifie vous prenez le pouvoir quand le pays est encore uni dans ses 145 territoires, oui. avec sa superficie 2 345 000, n'est-ce pas, 410 km². Oui. On vous demande, Monsieur le Président, maintenez l'intégrité du territoire national. Oui. Il s'engage à le maintenir. Oui. Mais est-ce qu'il l'a maintenu? Non. Il ne l'a pas maintenu. Et ce qui fait que, lorsqu'il s'empêche, quels sont les mécanismes qu'on lui donne pour réussir le maintien? Il a l'impérium. Oui. Il a l'État est le seul qui a le monopole de la violence avec l'armée et la police. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Il s'empêche de décréter l'état, n'est-ce pas, de guerre, alors qu'il avait lui-même annoncé en 2023 qu'il va convoquer les deux chambres réunies, le Parlement réuni en congrès, pour leur demander l'autorisation. C'est ce qu'il avait dit. Mais maintenant, je vais poser la question à ceux qui nous suivent, qui sont de l'Union sacrée. Si, depuis 2019, que le président a pris le pouvoir, et qu'en 2023, ils nous disent que nous avons déjà les capacités nécessaires, et que les moyens qu'il a, que la Constitution lui donne, il les connaît, mais il ne les met pas en pratique pour défendre l'intégrité nationale, qu'est-ce qu'on peut conclure par là? Ceux qui ont fait, n'est-ce pas, la logique, dans les raisonnements cohérents, peuvent tirer des conclusions, de comprendre quelque part qu'il y a un problème. Très bien. Je pars par la Constitution parce que ceux qui disent qu'il faut changer cette Constitution nous lisent aussi quelques articles, notamment 217. Je pense que c'est l'article 217, je pense. Hein. Je vais chercher à lire l'article et nous allons 217. Voilà. La Constitution... voilà. La République démocratique du Congo peut conclure des traités
ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Mais vos interlocuteurs disent que ça dérange. Comment vous pouvez vous dire vous-même d'abandonner partiellement la souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine? Oui, qu'est-ce qu'ils entendent par l'abandon partiel de la souveraineté? Expliquez-nous, dites-nous. Ils Non, disent que la souveraineté n'est pas négociable. Au fait, est-ce que vous savez, si aujourd'hui, la République démocratique du Congo est membre de plusieurs organisations régionales et internationales, c'est à cause de cet article. Vous parlez également aujourd'hui de ce qu'on appelle la ZLECAf, oui. La zone de libre-échange continentale. Oui. Je m'en souviens parce que d'ailleurs ça a été le sujet de mon mémoire en L2, sciences commerciales, à l'ISC ici. Oui. Et donc, aujourd'hui, on vous dit que les marchandises venant de pays membres de la ZLECAf peuvent traverser librement les frontières sans barrière douanière. Voilà. Et maintenant, les frontières que nous avons font partie également des éléments de notre souveraineté. Mais maintenant, si les produits de certains pays peuvent traverser librement sans payer la douane, ça signifie que nous sommes en train d'agrandir notre marché. En agrandissant... Un peu comme Schengen. Évidemment, oui. En agrandissant notre marché comme ça, nous avons touché tant soit peu notre souveraineté pour la promotion de cette unité, n'est-ce pas, de notre organisation. Nous avons aujourd'hui permis que le Burundi vienne nous aider, parce que nous sommes en guerre contre le Rwanda. Oui. Et le Burundi est chez nous. Voilà. La question de la défense nationale est une question de souveraineté. Mais on accepte que les troupes étrangères viennent nous aider. Ça signifie qu'à ce niveau-là, il y a des coopérations que nous avons avec le Burundi et qui nous permettent tant soit peu de partager avec lui. Parce que désormais, le Burundi et même l'Ouganda est avec nous, avec la RDC dans la traque, n'est-ce pas, contre les ADF. Les ADF, oui. Alors, le fait déjà que l'Ouganda soit chez nous, c'est que l'Ouganda peut atterrir, n'est-ce pas, sur certains de nos aéroports ou aérodromes, librement, même sans demander l'autorisation. Oui. Parce que nous sommes avec eux. Donc, la souveraineté déjà, dans l'espace aérien, est déjà à ce niveau-là partagée avec l'Ouganda et le Burundi. Donc, c'est pour dire que si nous sommes dans l'Union africaine, à un moment donné, nous abandonnons... la SADC aussi avait accepté qu'on a envoyé ses troupes dans notre pays. Ça fait partie de tout ça. Très bien. Et donc, l'intégration régionale fait partie de ça. Très bien. Mais parce que je vais vider cette question, si vous permettez. Allez-y. J'ai suivi les gens qui ont parlé de la cession des terres. Voilà. Parce qu'ils disent qu'on peut céder nos terres pour la promotion de l'unité africaine. Ils oublient que cela aussi est encadré par l'article 214. Oui. Si vous lisez l'article 214, vous allez comprendre que le constituant originaire a tout réglé. Si vous décidez, vous, de donner les terres, vous ne pouvez pas prendre cette initiative vous-même. Parce que l'article 214 vous interdit et encadre cela. Article 214. Ok. Nous allons lire. C'était une émission très pédagogique. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ce qui comporte échange et adjonction des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Vous comprenez d'abord à ce niveau avant d'évoluer sur les mêmes articles. Oui. Parce qu'il y a l'ANIA qui suit. Oui. Donc, si vous voulez donner la terre, aucun traité ne peut être ratifié dans ce cadre-là de donner la terre.
Et là, il y a la NIA qui suit, si vous pouvez lire. La NIA nulle cession, nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Alors, mais de quoi on parle? Donc cette histoire de cession des terres... C'est du mensonge, c'est la manipulation que je suis venu détruire aujourd'hui. Et non fondée. Alors, c'est une manipulation. Nous allons lire cet article parce que ça aussi, c'est l'aîné du problème. L'article 5. Non, mais est-ce que nous avons ensemble réalisé que c'est une manipulation, cette question la population va vous répondre. Hein. Nous sommes en direct. Il y a des réactions qui coulent. Nous ne pouvons pas le lire, mais vous aurez des réactions, cher CG. L'article 5 dit ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection ou indirectement par ses représentants. Si le peuple aujourd'hui décidait d'échanger cette constitution, sur base de quelle loi vous allez dire non à ce peuple? Bon, là nous sommes déjà dans une matière que j'ai qualifiée non encadrée par les droits. Le peuple, oui. Parce que ce que l'on raconte dans l'article 5 là, c'est-à-dire nous sommes là dans une logique de révision de la Constitution. Or, la révision de la Constitution, elle est constitutionnelle. Et donc, en cas de révision, il faut revenir vers le peuple. Mais l'on vous dit encore que l'on n'ira pas... En cas de toute révision, il faut revenir au peuple. Je suis en train d'expliquer ça. Il faut revenir au peuple. Oui. Mais l'on vous dit qu'on n'ira pas vers le peuple si les 3/4, n'est-ce pas, des députés ou des membres composant le Parlement en décident ainsi. C'est comme ça que la révision ne peut pas aller vers le peuple. Mais maintenant, si déjà il n'y a pas 3/4, là, la révision va vers le peuple. Voilà. Là, nous sommes à l'article 218. Et c'est comme ça qu'on dit que tout pouvoir émane du peuple. Et la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce directement ou indirectement par ses représentants. C'est à ce niveau-là. Et donc, le peuple qu'on appelle le pouvoir, détenant du pouvoir constituant originaire, a donné le pouvoir, n'est-ce pas, aux parlementaires qu'on appelle détenant du pouvoir constituant dérivé, de réviser la Constitution, mais de ne pas toucher à certaines matières situées dans l'article 220. Très bien, je vais alors, les débats, parce qu'il faut qu'on réponde avec beaucoup de détails. Exactement. Le débat, c'est quoi? Par rapport à votre question, si le peuple décide d'échanger la Constitution, c'est là le débat. Et ce débat-là devient intéressant. À quel niveau? C'est au niveau où le peuple, la Constitution n'a pas prévu ces mécanismes de destruction. La Constitution pour les constitutionnalistes, c'est l'âme, au fait, c'est l'âme de l'État. C'est au fait le pilier. La Constitution n'a pas prévu cela. Non. Que le peuple se lève un jour, disent que nous voulons changer cette Constitution. Ça n'a pas été prévu dans l'histoire. La Constitution prévoit la souveraineté du peuple, CG. Ok, qui est-ce qui peut initier qui est-ce qui peut initier cette question des référendums pour changement de la Constitution? Vous avez appris qu'il y a une loi qui vient pour encadrer ça. C'est ça la supercherie, au fait, qui est en train d'être prêt. Ils se sont rendus compte que ce qu'ils disaient là est impossible. N'avait pas de soubassement. Ah oui, ils se sont rendus compte plus tard. Non, mais quand on dit que le peuple est souverain, et cette souveraineté, ça veut dire quoi? Vous êtes juriste, c'est à vous d'expliquer ce genre de questions, parce que c'est là que ça frise l'opinion. Parce que le peuple s'est dit aujourd'hui, nous pouvons nous lever, avec plusieurs signatures, nous disons non à cette constitution et nous proposons une nouvelle constitution. Ce n'est pas encadré par la constitution. C'est pas légal. C'est un pouvoir interdit au peuple. On va amener ça à qui? Où est-ce que cela est dit dans la constitution? C'est comme ça que nous, en droit constitutionnel, nous disons qu'il y a dans le cours du droit constitutionnel approfondi, il y a un module qui traite de la protection de l'ordre constitutionnel. Donc, vous dites que vous pouvez dire non à un peuple qui s'élève
pour dire que nous ne voulons plus de cette constitution? Je disais que dans les cours du droit constitutionnel approfondi, Oui. il y a les modules qui traitent de la protection de l'ordre constitutionnel. Et ces modules vous présentent d'abord l'historique, c'est-à-dire l'histoire du monde ou l'histoire des États africains qui ont toujours changé leur constitution. Et ils vous présentent les moments ou les circonstances dans lesquelles la constitution est changée. C'est souvent lorsqu'il y a des coups d'État. Oui. C'est souvent lorsqu'il y a des renversements de pouvoir par les armes. Oui. Parce que ceux qui y ont pris les armes, lorsqu'ils font leur putsch, ils déconsidèrent, n'est-ce pas, l'ordre constitutionnel existant. Oui. Ils jettent, n'est-ce pas, les discrédits sur l'ordre constitutionnel qui a existé et ils inventent directement un nouvel ordre constitutionnel. Oui. Alors, là où ça me fatigue l'esprit, c'est de comprendre que pendant que nous sommes en guerre, le M23 et l'AFC ont les mêmes idées que l'Union sacrée. De pouvoir, de pouvoir, n'est-ce pas, renverser l'ordre constitutionnel et institutionnel existant. Mais ça me fatigue l'esprit. Ça c'est quand même très fort. Donc vous dites que les M23 et les gouvernements en place ont les mêmes objectifs de renverser l'ordre institutionnel. En effet, je vais te dire comment. Si les M23 arrivent à conquérir le pouvoir par les armes, rassurez-vous qu'il va renverser les institutions. Légalement établies, oui ou non? Oui. Si l'on change la constitution ici, ces institutions tombent. Oui ou non? Ça veut dire que les deux ont le même objectif de renverser, n'est-ce pas, les institutions légalement établies. Les deux ont l'objectif de renverser l'ordre constitutionnel établi. Très bien. Et donc, ce qui fait que je vais même évoluer, vous dire que ce Parlement ici a-t-il le pouvoir de rédaction d'une nouvelle constitution? J'ai dit non. Non. Non, mais le président de la République a dit qu'il y aura une commission qu'il va mettre en place, bien sûr, lui. Moyennant ordonnance. Justement. Parce que le président de la République s'exprime par voie d'ordonnance. Oui. Cette ordonnance-là va prendre quel soubassement au niveau de la Constitution? Ça veut dire, on va dire, vu, mais quel article on va citer? Quel article on va citer pour dire, je me base à la Constitution pour détruire la même Constitution? Mon Dieu, on est dans quel pays là? Donc, cette ordonnance que les chefs vont prendre pour essayer de réfléchir là-dessus sera anticonstitutionnelle. Il y a ce qu'on appelle les contrôles, n'est-ce pas? C'est comme vous l'avez dit exactement. Je suis en train de me poser la question, comment est-ce que la Cour constitutionnelle va analyser un tel acte qui parle de la destruction de la Constitution, alors que le président lui-même a prêté serment de défendre la Constitution. La même Constitution. Je suis curieux. Alors, je ne sais pas les labos qui encadrent le programme public. Vous avez bien même étalé comment est-ce que, quand est-ce que la Constitution change, c'était des questions qu'on allait poser, que vous avez répondu. Mais, secrétaire général Augustin Bissier-Moi, dites-nous, cette Constitution ici, a-t-elle été rédigée en RDC? Oui ou non? Ça, c'est la première question. Vous pouvez prouver aussi que cette constitution n'est pas une constitution des belligérants? Cette constitution, je vais répondre à deux niveaux. Le premier niveau, la constitution a été rédigée à Simisimi. C'est à Kisangani, dans la ville de Kisangani. Le professeur Essambo était parmi les rédacteurs. Je voudrais comprendre qu'aujourd'hui, il est devenu étranger. Comme ils le disent. Mon professeur du droit constitutionnel en première année. Je voudrais qu'on me dise que le professeur Augustin Mampouya est étranger parce qu'il fait partie des rédacteurs. Il y a le professeur Bob Kabamba qui est encore en vie. Qu'on me dise qu'il est étranger parmi les rédacteurs. Et donc, de quoi on raconte? Qu'on me dise que Simisimi, de Kisangani, que Kisangani aussi devient une ville étrangère. Mais quand Bochab dit que la Constitution a vieilli... Non, je suis en train de répondre à la première question. Deuxième question était de savoir si elle n'est pas des belligérants. Je vais vous dire que non. Parce que dès lors déjà que le peuple l'a voté par référendum,
ça cesse d'être une constitution de belligérants. Parce que la constitution l'a adoptée. La constitution, plutôt le peuple l'a adoptée. Le peuple l'a avalisée. Ça cesse d'être des belligérants comme on peut le croire. Très bien. Vous avez eu la société civile à Sun City. Oui. Vous avez eu la majorité au pouvoir. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle belligérants? Ce sont des gens qui ont été en conflit. Oui. Et quand vous lisez le préambule de cette constitution, Oui. parce que beaucoup ne lisent pas le préambule, Oui. Ce qu'on appelle l'exposé des motifs, oui. Ils ne lisent pas pour comprendre que les guerres qu'on a connues en répétition Oui. conduisent à ce que cette fois-ci, on ait un cadre qui stabilise. Et pour une fois, nous avons réussi à avoir des cycles électoraux qui nous ont poussé à avoir cette fois-ci une alternance comme celle que nous attendons en 2028. Très bien. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas, mais oui. qui le veulent ou pas, il y aura alternance pacifique en 2028. Très bien. Jean-Marc Abound et bien évidemment, Tshisekedi. on travaille pour ça. Très bien. On travaille. Très bien. Mais il y a plusieurs questions. Parce que vous avez dit ici, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais vous avez dit qu'il y a par exemple ces pouvoirs du peuple qui n'est pas encadré. Quand un peuple dit que nous voulons changer la constitution, comment il va le faire? Il y a plusieurs points. Il y a même eu des points où nous avions vu des autorités à l'époque aller à la Cour constitutionnelle pour des interprétations. Cela n'émane pas de faiblesse de cette constitution écrit par exemple à la va-vite ou dans des pressions quelconques, ça ne prouve pas que cette constitution a plusieurs faiblesses, qu'il faudrait y réfléchir sans état d'âme et aller à une nouvelle république par exemple. D'abord, je vais vous dire qu'il y a une manipulation. Je vous disais au début, à l'entame de l'émission, que ceux qui ont ce débat l'ont pollué. D'un côté, ils disent, la constitution a vieilli. De l'autre côté, ils disent, ça ne permet pas la gouvernance. Oui. De l'autre côté, ils disent, nous, c'est le testament que Tshisekedi nous a laissé d'échanger cette constitution. Ça signifie que le débat sur la gouvernance est déjà de côté. Oui. Le débat sur l'âge est de côté. Oui. Parce que pour eux, Tshisekedi Etienne a dit, cette constitution devra être changée. Oui. Et la parole de Tshisekedi devient une parole d'évangile qui s'impose sur les plus de 100 millions d'habitants. C'est là le débat. Okay. Et c'est comme ça que ça heurte, n'est-ce pas, la conscience collective avec le risque d'implosion de ce pays. Très bien. Parce qu'on ne peut pas égaler tout un pays sur la volonté d'un individu. Oui. Quand ils vous disent, nous, Tshisekedi nous a dit ça, et nous devons le faire passer un testament nous légué par lui. Déjà, il casse le débat sur l'âge. Oui. Il casse le débat sur la gouvernance de la constitution. Il casse le débat sur les insuffisances. Tout ça. Oui, oui. C'est ça. Très bien. Nous allons en parler. Vous avez de la matière là-dessus. Dernière question. Nous allons chuter là parce qu'on nous signale que nous sommes à la fin de l'émission. Vous pensez aussi que les dialogues politiques va être la fin de la crise qu'il y a? Parce que c'est vrai que nous parlons de l'agression rwandaise, mais il y a des gens qui se disent qu'ils sont frustrés, plusieurs frustrations et les dialogues restent la seule solution pour la crise politique. Et si oui, c'est dans quel cadre? Qui sont les médiateurs ou qui seront les médiateurs les plus nets possibles? Vous savez, aujourd'hui, moi j'ai toujours dit qu'il y a toujours deux voies pour mettre fin à la guerre. La première voie, c'est la voie de la force, c'est-à-dire la voie d'imposition de la paix. La paix s'impose. C'est comme ça que les États se dotent des armées. C'est comme ça que les États se dotent des capacités de dissuasion. Mais lorsque déjà vous menez une guerre et vous vous rendez compte que sur le plan de la force, vous ne tenez pas, il y a la deuxième voie maintenant, c'est la voie des négociations. Oui. La paix négociée. Mais lorsqu'on est dans une logique où on ne veut ni la paix imposée parce qu'on ne veut pas faire la guerre contre les Rwandais, alors qu'on en a les capacités nécessaires, comme l'a dit le président, je sais qu'il n'est pas menteur. Je sais exactement qu'on a les capacités nécessaires, comme il l'avait dit en 2023. Oui. Parce que moi, j'ai du respect pour Tshisekedi. Oui. Je ne sais pas dire que c'est un menteur. Okay. Sauf s'il avait menti au peuple congolais. Ouais. Moi, je ne sais pas dire que c'est menteur avec tout le respect que je lui dois. Alors,
on ne sait pas comprendre qu'on ne veut pas faire la guerre contre le Rwanda. On dit le Rwanda nous fait la guerre, mais on ne veut pas faire la guerre. On ne veut pas riposter. Oui. On nous prend des territoires tous les jours, mais nous ne voulons prendre aucun territoire rwandais. Je l'ai dit à l'entame de l'émission. On nous tue chaque jour, on nous cite. Nous sommes dans les terrains diplomatiques où il y a des cessez-le-feu, il y a tout ça. Il y a aussi des cessez-le-feu dans la guerre russo-ukrainienne. Oui. Il y a des cessez-le-feu chaque fois, mais ça n'empêche que l'Ukraine n'ait envoyé des bombes en Russie. Très bien. Pourquoi il n'y a que nous qui devons être tués? Je vous dis, moi je suis de l'Est, nous mourons tous les jours. Nous souffrons comme pas possible. Plus loin encore, du côté, on nous a tués, les ADF nous ont tués. Oui. Plus de 60 morts, égorgés sauvagement comme ça. Mais mon Dieu, où est-ce que nous sommes? Et que le Rwanda soit le seul capable de nous tuer, et qu'il n'y a que le sang congolais qui doit être versé, comme si nous, on n'a pas un chef de l'État pour nous défendre. Kagame a dit, je garde comment dire, il appelait ça, les forces, ces forces de défense là-bas, oui, dans notre pays. Très bien. Il pose ces mesures de défense chez nous, comme si nous, on ne peut pas les poser dans certains territoires voisins de chez nous. Mais quel est le problème, alors qu'on en a les capacités? Donc la solution, c'est les dialogues. Mettre tout le monde sur la table. À partir du moment où, on a échoué, si les plans militaires, ça balbutie, il faut recourir à la voie des dialogues. Réunir tout le monde. En effet, on n'a pas de choix. Nanga, Kabila, sur la même table de négociation. On n'a pas de choix. Parce que je vais te donner ce que les gens ne comprennent pas. Oui. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est devenu un bon citoyen, oui ou non? Vice-premier ministre. Oui, oui. Qui était rebelle. Rebelle. Oui. Aujourd'hui, Lambert Mende est devenu un bon citoyen, oui ou non? Il est aujourd'hui PCA. Pour ne citer que ils sont nombreux au gouvernement. Très bien. Qui ont été rebelles, mais qui ont été transformés. De quoi on parle? Très bien. Les gouverneurs Constant Dima, oui, qui ont été jadis dans la rébellion, ce sont des bons citoyens aujourd'hui. Ça veut dire que le dialogue peut arriver à mettre tout le monde, n'est-ce pas, à parler le même langage et évoluer. Je vous ai partagé un lien, oui, cher Didier, oui, oui, là où un communicateur de l'Union sacrée est en train de citer les noms des gens dangereux qu'il faut abattre. Et il dit, les Swahiliphones sont dangereux, il faut les abattre. Merci. Est-ce que vous vous rendez compte? Merci. Ce sont là les discours qui ont conduit, n'est-ce pas, au Soudan de se diviser en deux. Très bien. Très bien. Nous parlerons de la soudanisation et de tout ça. Faute de temps, aujourd'hui, on ne peut pas parler de toutes ces choses. Secrétaire général, nous vous disons merci pour d'avoir répondu à notre invitation. Les Congos a du potentiel, mais il a surtout besoin de la clarté, de l'indépendance de l'esprit et du travail bien fait. Restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.